Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur CVS? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, CVS se négocie à 54 dollars, moins 19% par rapport à la préouverture ici. Donc, je pense que l'entreprise a ouvert ici à un prix aux alentours de, si je ne me trompe pas, aux alentours de 67-68 dollars par là. Alors, 1. Je possède du CVS. D'accord? Je tiens juste à le mentionner. Je possède du CVS. Donc, le raisonnement que j'aurais ici pourrait être optimiste. Donc, je pourrais avoir un biais optimiste sur cette compagnie-là. En supplément de ça, je compte racheter plus d'actions à la fermeture des marchés. En fait, je n'ai pas l'habitude de racheter avant que la journée ne se termine, en fait. OK? Donc, je vais sans doute racheter plus d'actions de CVS en date d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous devez me suivre, parce que je rappelle que cette entreprise est un animal un tout petit peu différent. Un, ce n'est pas une compagnie qui ressemble à 100% à United Health, que je possède également. Et ce n'est pas non plus une entreprise qui ressemble à Walgreens, que je ne possède pas. Et que je vous encourage d'ailleurs à un peu, pour ceux qui recherchent, enfin quoi que, on n'est pas là pour ça. Je vous encourage à faire attention sur Walgreens. Donc sur CVS, nous avons, on va se dire, est-ce que je vais me dire 4 compagnies? On va faire simple. On a une compagnie d'assurance, on a un PBM, je vais revenir sur ce qu'on appelle PBM. On a un PBM, on a une chaîne de pharmacie et on a des cliniques, sans compter également des services ici de télémédecine. OK? Donc, c'est verticalement intégré. Et généralement, ici, les cliniques et tous les services de télémédecine sont généralement des services qui sont en majorité réservés aux clients de la compagnie d'assurance. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est verticalement intégré. Ça nous permet ici de contrôler les coûts. Donc, le but n'est pas réellement de faire de l'argent sur ce segment-là, mais c'est d'économiser le maximum de cash possible pour la compagnie d'assurance. OK? Donc, surtout en faisant de la médecine préventive. En ce moment de ça, vous avez ce qu'on appelle le PBM. Le PBM, un peu, c'est le middleman entre donc, l'entreprise qui se retrouve au milieu entre les vendeurs de médicaments et les fabricants de médicaments et les vendeurs de médicaments. Et les détaillants de médicaments, on va le dire comme ça. Ou de produits pharmaceutiques. Donc, il permet ici de pouvoir négocier des ententes, des choses, ce genre de choses. Et en fait, c'est un business un tout petit peu flou parce qu'il y a, voilà, la rémunération de ce business est très particulière. On pourra revenir dessus un jour, mais pour les plus curieux, allez-y voir c'est quoi un PBM et regardez à peu près comment est structuré le marché du médicament aux États-Unis. Parce que ça, c'est une autre école. Bref, sur cette compagnie, on a 4 entités. Les plus grosses entités ici, c'est surtout le segment ici qu'on appelle voilà, le segment ici des assurances, on va le dire comme ça. OK? Et si tu regardes ce segment des assurances là, qu'est-ce qui compte? C'est un business, l'assurance santé ne se comporte pas comme l'assurance dommage. C'est un peu différent. Donc ici, le book value n'est pas si important que ça. So, généralement, ici, l'entreprise, les premiums qu'elle reçoit, donc la police d'assurance que vous payez chaque année, les coûts, les charges liées aux dépenses médicales ne doivent pas dépasser ces premiums-là. OK? Donc, on doit généralement avoir un medical bill ratio ou bien un medical cost ratio inférieur à 100%. OK? Et ce qui est important dans ce genre de compagnie, c'est qu'il faut regarder la tendance et remettre les choses dans leur contexte. D'accord? Et quand on parle de tendance, c'est pas une compagnie qui appartient... Ce segment-là n'appartient pas à... Enfin, quand je dis n'appartient pas. Ce segment-là n'existe pas depuis la nuit des temps au sein de cette compagnie. Elle a racheté, je pense, avec l'acquisition ici de Aetna aux alentours ici de 2018.
Donc, vous avez juste les informations de 2019, 20, 21, 22, 23 et 24. Remettez les choses dans leur contexte. Les compagnies d'assurance, surtout l'assurance médicale, ont gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie, tout simplement parce qu'il y a eu moins de réclamations. OK? Et s'il y a moins de réclamations, on gagne beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire que les personnes ici n'ont pas besoin ici de services, n'ont pas besoin ici d'assistance médicale par rapport à des sujets X ou Y. Si. Donc, il y a eu comment on appelle ça? Il y a eu des procédures médicales qui ont été renvoyées ultérieurement. C'est la raison pour laquelle on a un medical bill ratio plus élevé que la moyenne. Parce que la moyenne, en réalité, est en dessous et aux alentours des 4,22, 4,23%. Je dirais même, pour faire simple, en dessous des 4,25%. C'est la moyenne. Et depuis à peu près 2023 et 2024, début 2024 ici, parce que c'est ça, on a un medical bill ratio un peu plus élevé que la moyenne. OK? En supplément de ça, ici, vous avez également comment on appelle ça? Le fait qu'elle ait perdu une étoile ici au niveau de son service Medicare Advantage. Pour les plus curieux, allez voir à quoi ça ressemble. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-ci. Mais pour faire simple ici, le volume de remboursement est moins élevé. Pour faire simple, là où on devait vous rembourser à peu près, disons 100%, on vous donne maintenant 80%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste pour faire simple. Et pour récupérer cette étoile perdue, il y a des conditions à remplir. Chose qu'elle est en train de faire présentement. OK? Donc, là, les étoiles, en fait, en question sont attribuées chaque année. Hein. Donc, le max, je pense, c'est 3 étoiles. Et je pense que le but ici de CVS, c'est de récupérer cette étoile-là. D'accord? Afin d'augmenter ici le remboursement. Bref, ça, c'est le problème temporaire ici. Moi, j'appelle ça un problème à court terme. Donc, sur CVS, en date d'aujourd'hui, le medical bill ratio augmente. Okay? Vous allez également voir que les premiums, excusez-moi, je suis un tout petit peu malade, les premiums au niveau des services d'assurance également augmentent, mais le coût ici des procédures médicales augmente également. Et elle ne peut pas augmenter le prix des premiums assez rapidement et aussi facilement. Généralement, vous allez voir l'augmentation à partir de l'année prochaine. Donc, pour une compagnie d'assurance, le plus important, c'est de ne pas perdre d'argent. Première chose. Et en ne perdant pas d'argent, ça veut dire ici que quand le prix des procédures est élevé, on aura tendance ici, quand ce ratio-là est élevé, on aura tendance ici à avoir des résultats en berne. Et donc, vous avez vu ici que l'entreprise a revu à la baisse les attentes pour 2024. J'aimerais mentionner une chose. La vie ne finit pas en 2024. Hein. Donc, quand on revoit les attentes ici à la baisse en 2024, n'oubliez pas qu'il y a 2025, 2026, 2027, 2040, 2060. Donc, il faut regarder le long terme. Et il suffit juste pas de regarder le long terme en se disant « Ah ouais, je suis investisseur long terme. » Est-ce que ce business a de l'avenir? Est-ce que le service ici d'assurance santé a de l'avenir? Est-ce que tout ce qui concerne ici les services de santé, est-ce que ces services-là ont de l'avenir également? Est-ce que les pharmacies est-ce que la vente au détail ici a de l'avenir? Alors, en ce qui concerne la vente au détail, on va se dire ceci, c'est un business qui se maintient. C'est la stabilité, c'est un business mature. On n'attend pas une croissance ici. Premier élément. Donc, c'est ce que nous, on recherche, c'est la stabilité. Sur la partie service de santé, cette partie service de santé également, elle est en lien avec la compagnie d'assurance. Donc, le but ici, c'est de ne pas faire perdre de l'argent à la compagnie d'assurance. On va le dire comme ça. On contrôle à peu près les coûts. Donc, en fait, tous ces éléments-ci permettent de faire gagner de l'argent à la compagnie d'assurance. Donc, je dirais toutes les entités gagnent beaucoup d'argent. Ne l'oubliez pas. Attention, parce que le service de santé, c'est quand même 7 40, excusez-moi, c'est bien ça. C'est en milliards, c'est ça? Si je ne me trompe pas, non, c'est pas en milliards. Bref, c'est en milliards, c'est en milliards. C'est de faire gagner de l'argent à chacun de ces services-là. OK? Donc,
La compagnie d'assurance met en mal aujourd'hui l'ensemble de l'entité, mais c'est temporaire. L'ensemble ici de la structure, mais c'est temporaire. Comme vous pouvez le voir, et je continue à penser que c'est temporaire. Et je ne pense pas juste que c'est temporaire parce que, voilà, j'ai tiré ça de mon chapeau. C'est la façon dont fonctionnent les compagnies d'assurance ici. Je sais une chose, c'est que une fois que on vous assiste pour un problème médical X ou Y, votre police d'assurance aura tendance à augmenter. D'accord? L'entreprise également ici aura tendance à... euh, après, si vous êtes ici, imaginez que vous avez un diabète, par exemple. Généralement, c'est un problème de santé à long terme. Les coûts de ce problème de santé-là vont uniquement avoir tendance à augmenter. Donc, c'est une entreprise qui va avoir tendance à faire de la médecine préventive. Donc, favoriser de plus en plus la médecine préventive. Ah, oh, vous êtes client chez nous, peut-être que ce serait bien d'aller vous faire dépister par rapport au diabète. On ne sait jamais. Oh, on a remarqué peut-être que la dernière fois que vous avez fait des trucs de... Enfin, je ne dis pas qu'on communique ici techniquement, si vous allez faire vos tests dans une de leurs succursales, la compagnie d'assurance aura l'information. Même si on dit clairement ici que non, on ne partage pas les informations, mais c'est la même entreprise. OK? Donc, ils pourront savoir que vous êtes à risque ou pas. Et par rapport à ça, on va pouvoir ajuster votre police d'assurance. Donc, ce sont des données essentiellement qu'on achète. Et au niveau ici de la pharmacie, on va vous vendre ici comment on appelle ça? Des génériques de préférence. La pharmacie, quand elle vend des génériques, ne fait pas beaucoup d'argent. Vous le savez. Il est préférable qu'elle vende des médicaments de marque. OK, donc ils sont encore, voilà, s'il n'y a pas de générique, s'il y a des génériques pour ce médicament-là, parfois l'entreprise, au lieu de vous vendre le générique, va préférer vous vendre ici le médicament de marque. Or, le générique existe. Donc, elle fait de l'argent en vendant des médicaments, entre parenthèses, de marque. Mais si vous êtes client à Aetna, bah, on va vous vendre le générique. On est là pour économiser. Imaginez que sur le médicament de marque, l'entreprise, qu'importe le médicament ici, assume 100% des charges. La compagnie d'assurance assume 100% des charges. Je dois payer un médicament à $100. Je pose mon truc d'assurance, ma carte d'assurance, etc. On remarque que je suis sur compagnie d'assurance lambda. On me facture $100. Ma compagnie d'assurance va payer, ça ne me dérange pas. OK? Mais si je suis chez... Et c'est la compagnie d'assurance qui va assumer le $100. Mais si je suis chez Aetna et que je vais dans une pharmacie CVS, d'accord? Je pose ma carte. Le même médicament qui coûte $100, s'il y a une alternative avec le même principe actif, on va plutôt me donner cette alternative-là. Mais plutôt, au lieu de facturer $100, le médicament en question générique coûte généralement 2 à 3 fois moins cher. On va me facturer peut-être $30. Donc, sur le même médicament, vous avez deux prix différents. Tout simplement parce que, première partie, le premier médicament qui a été vendu, c'est le même principe actif, sauf que c'est un médicament de marque. Le deuxième médicament qui a été prescrit, c'est un générique. OK? Et la compétition est rude sur les génériques. C'est pour ça qu'on a une compétition sur les prix. Donc, vous allez voir ici que la compagnie d'assurance va économiser de l'argent. Donc, c'est essentiellement ça le business. Ne l'oubliez pas. Donc, tous ces trois éléments-là vont ensemble. OK? Les trois fonctionnent ensemble. Et si l'entreprise est assez efficiente ici, elle va avoir tendance à faire beaucoup d'argent dans le futur. Parce que ce qu'on va économiser d'un côté, ce qu'on va perdre d'un côté, on va l'économiser de l'autre. Donc, j'ai assez parlé. Et comme j'ai dit ici, mon but, d'accord, n'est pas de vous convaincre, de vous convaincre ici pour un investissement sur la compagnie qu'on appelle CVS. Je pourrais même vous dire que depuis que j'investis sur CVS, je n'ai pas gagné d'argent. Enfin, je gagnais il y a quelques jours. Mais actuellement, je suis dans le rouge. Et mon investissement sur cette compagnie ne date pas de 1 an ni 2 ans. C'est plus de 3 ans aujourd'hui. Je dirais même qu'on est sur à peu près quelque chose sur 4 années déjà. OK? Donc, ne me suivez surtout pas. Parce que moi, je peux rester sur cette compagnie pendant très, très longtemps. Parce que je n'ai pas l'intention de vendre, en fait. C'est le business qui m'intéresse.
Et les transformations que ce business a eu à faire sont, pour moi, selon moi, elle a à peu près pris les bonnes décisions. Mais je suis également prêt à payer une certaine partie de mon portefeuille sur cette compagnie-là. Donc, quand je dis ici que je vais avoir tendance à rajouter, ne pensez pas que CVS va dépasser, je sais pas moi, 10% de mon portefeuille. Non, non. OK? Faites très attention. Donc, les résultats actuels, je considère que c'est une situation temporaire. Et vous allez voir ici, et c'est ça qui me dérange vraiment, c'est que les gens ont tendance à être très surpris. Les amis, quand vous lisez sur un secteur d'activité, sur une entreprise, il faut lire sur les concurrents. Parce que les concurrents peuvent, s'ils rencontrent le même problème, ce qui veut dire que c'est un problème qui touche toute l'industrie. Et c'est le cas pour CVS. Vous allez lire sur Cigna, Humira et Levant Hills sur UNH, les medical bill ratio ont augmenté, même s'ils ne l'appellent pas tous de la même façon. Ils ont augmenté, pas au même niveau que CVS, parce que CVS, c'est très élevé. On est à 90%. Alors que sur UNH, on est à peu près, je pense qu'on a du 85 ou du 83% par là. Ce qu'il faut regarder ici, c'est la tendance et de remettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas également oublier que cette compagnie-ci a perdu un gros client dans la partie PBM ici. Donc, il y a des éléments ici qu'on va dire, enfin, on dira que c'est la faute à pas de chance. Et ça fait partie du day-to-day d'une entreprise. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des vagues. Et pendant qu'il y a des vagues, il faut s'accrocher. Et c'est ce que moi je fais présentement sur CVS. Moi, quand je regarde du CVS, ma priorité n'est pas le dividende. Je m'en fous littéralement du dividende au point où parfois quand je reçois un dividende de CVS, ça me surprend toujours. Parce que je ne sais pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que je veux investir dans une compagnie qui a la capacité de maintenir au moins ses free cash flow. D'accord? Sinon, quand on parle des free cash flow ici, faites attention. C'est une compagnie d'assurance, donc assurance santé, donc on peut regarder les free cash flow dans une certaine mesure. On va dire que c'est un business qui te rapporte à peu près une dizaine de milliards. On s'attend à plus que ça par an. La dizaine de milliards en question te demande de payer à peu près aux alentours de 68 dollars aujourd'hui, disons 69 dollars au prix actuel. Disais pas 69, ça fait à peu près 14% de rendement. Évidemment, elle a une énorme dette ici, notamment parce qu'elle a fait beaucoup d'acquisitions dont la priorité c'est le remboursement de la dette. Donc quand je regarde le niveau d'endettement ici par rapport au free cash flow qu'on peut dégager, on peut repayer la dette ici en moins de 7 ans. OK? Et la priorité c'est le remboursement de la dette pour cette compagnie. Donc, c'est une entreprise qui peut te reverser du 14% en date d'aujourd'hui. Et en réalité, avec ce niveau d'endettement-ci, ce n'est pas un business que je vais avoir tendance à payer à plus de... Enfin, quand je dis pour le moment, c'est un business qui peut se négocier à 17, 20 fois les bénéfices en maturité sans dette. OK? En rachetant les actions, etc. Avec une dette raisonnable, on va le dire comme ça. Mais en date d'aujourd'hui, je ne vais pas payer plus de 15 fois les bénéfices. D'accord? Pas plus que 15 fois les bénéfices. Mais ça, en connaissance de cause, ça ne me dérange pas du tout. Et ça veut dire qu'on s'attend à peu près à du 150 millions. Et encore, le free cash flow en question pourrait continuer à augmenter. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui aux alentours de 68 millions, divisé par le nombre d'actions. Et le nombre d'actions en question, on va avoir tendance à racheter des actions ici. Je pense qu'ils en ont racheté également dernièrement. Donc, ils vont avoir tendance à faire. Ça fait à peu près aux alentours de 63 dollars à peu près, en prenant en considération la dette. Mais si on ne prend pas en considération la dette dans un monde où on n'aurait pas de dette, OK, et où on se négociera à 15 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions actuelles, bien sûr, à peu près à 1,3, on sera aux alentours de 115 dollars. OK? Donc, dites-vous ici que tout prix aux alentours de 63 ou en dessous des 63, ça m'intéresse. Et si l'entreprise continue à augmenter ses free cash flow, à racheter ses actions, mon bénéfice net par action va continuer à augmenter. Et je n'investis pas juste du point de vue quantitatif. Le qualitatif m'intéresse plus que le quantitatif sur ce genre d'entreprise. Donc, vous pouvez voir ici que parler de ce business, je vais un peu au-delà des chiffres. En fait, les chiffres ne m'intéressent pas beaucoup. C'est surtout le business model qui m'intéresse. Et je ne la compare pas à United Health, parce que United Health, c'est un animal différent, même si on fait à peu près la même chose. Et vous allez remarquer que toutes les entreprises dans ce secteur d'activité ont le même problème au niveau du medical bill ratio. Cigna est sous-évalué. Elevance Health est sous-évalué. Humana, je pense bien c'est ça. Hein? Humana,
si je ne me trompe pas. Je ne connais pas toutes ces entreprises-là. Bah, ma mémoire est encore bonne. Humana également est sous-évalué. Donc, maintenant, si vous pouvez acheter un panier d'actions dans ce secteur d'activité, ou bien un ETF qui investit uniquement dans ce secteur d'activité, si vous en trouvez un, mais ce secteur d'activité est sous-évalué littéralement. OK? Et ça, ce n'est que mon avis. Donc, sur du CVS en date d'aujourd'hui, mon premier niveau, comme je l'ai dit, aux alentours, tout aux alentours et en dessous des 63 $ m'intéresse, disons même 65 $. Et mon target niveau 1 est à 115. Et le niveau 2 ici, disons, je reste toujours sur les mêmes 170 $. Hein. Admettons, parce que revenons un tout petit peu en arrière. C'est un business qui reste prévisible, ne l'oubliez pas. Actuellement, le consensus va peut-être être ajusté, ok, mais on s'attend à peu près à du 12 milliards de dollars l'action de free cash flow sur les années à venir. Si on s'attend à du 12 milliards de dollars à l'action, ok, 12 milliards 500, on va le dire comme ça. À 15 fois les bénéfices, comme je dis, je n'essaye pas d'exagérer, hein, 15 fois les bénéfices, ne prenons même pas en considération la dette, parce qu'elle peut avoir tendance à rembourser cette dette-là. Mettons juste, soyons même optimistes, ça fait quoi, 1,3 ? On pourrait monter aux alentours de 144 $ l'action. OK? Donc, généralement, mon but quand j'achète une entreprise, c'est de faire sur 5 ans, de moins doubler ma somme de départ. Alors, sur CVS, peut-être comment on appelle ça? L'objectif ne sera pas atteint, mais ce n'est pas plus grave que ça par rapport à cette entité. Ce n'est pas une entreprise que je vais avoir tendance à vendre parce que je pense qu'elle va se comporter comme du Mac & Son à la fin de la journée. Ok, je rappelle que Mac & Son, c'est une entité que je possède également. Et les deux avaient à peu près le même problème. Enfin, on a eu une multitude de problèmes sur CVS, successivement parlant. Donc, il faut retourner à peu près dans l'histoire pour voir ce qu'il en était un tout petit peu. Donc, pour moi, aujourd'hui, CVS, Mac & Son, entre 2016 et 2020, l'entreprise n'a rien fait du tout. Pourtant, elle était sous-évaluée. Là, vous allez avoir la même chose ici avec la compagnie qu'on appelle GoDaddy. Qui... Et ça, c'est encore plus... En fait, GoDaddy, ça, c'est la ligne des free cash flow. Les free cash flow ne faisaient qu'augmenter. GoDaddy, le prix de l'action n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé du tout. Et pendant ce temps, l'entreprise, je pense que l'entreprise ici, le revenu avait tendance à augmenter. Et du jour au lendemain, bam! Après, également, n'oubliez pas, il y a eu un activiste qui est rentré sur le dossier, etc. Donc, du jour au lendemain, sur cette compagnie-ci, on se retrouve à presque doubler son capital en quelques jours, en moins d'un an, littéralement. En moins d'un an. Et ça arrive généralement sur les compagnies qui sont sous-évaluées pendant très, très longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec le cash? Est-ce qu'elle rachète des actions? Est-ce qu'elle paie un dividende? Est-ce qu'elle augmente ici son cash? Est-ce qu'elle fait des acquisitions? Etc., etc. Donc, pour moi, CVS, c'est la définition ici d'un investissement à long terme, mais pas un investissement à long terme où je devrais fermer les yeux sur les problèmes à court terme. Donc, j'ai une assez bonne idée de comment est-ce que se comporte ce secteur d'activité, sans prétention aucune. Donc, je continue, je reste campé sur mes positions concernant CVS. Et je continue à dire que tout le secteur d'activité est sous-évalué en date d'aujourd'hui. Mais attention, avant d'y rentrer, faites vos propres devoirs. Donc, je pense qu'on a parlé d'évaluation sur CVS. On a fait le tour. Donc, maintenant, allez lire vos rapports financiers. Si la compagnie vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter ainsi que le service Top Analyse. Donc, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.